Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Ravi de vous retrouver cet après-midi, malgré le très beau soleil qui fait dehors. Vous êtes passionné par les sujets qu'on va aborder cet après-midi, je vous en remercie. Alors, le sujet qu'on va aborder cet après-midi, on aura la chance d'avoir deux oratrices compétentes, mais aussi passionnées par le sujet de la place des femmes, de la parité en France, mais aussi et surtout en Europe. Et donc, simplement, en démarrage, peut-être pour vous dire à quel point le sujet il est prégnant. Quand le Parlement européen a été élu au suffrage universel direct pour la première fois en 1979, il y a eu 16% de femmes qui ont siégé au Parlement européen de 1979 à 1984. Grâce à tout le travail, et Pervenche Berès y reviendra longuement tout à l'heure, qui a été fait dans ce combat pour la parité, on est aujourd'hui à 41%. Mais oui, on n'est pas encore à 50%. Ça veut dire qu'il y a eu des conquêtes, mais ces conquêtes, elles sont extrêmement compliquées. Et c'était très amusant de voir d'ailleurs, et tout à l'heure notre ami l'évoquait, en début de semaine, le fait que l'élément dominant, ça a été une femme Premier ministre. C'est extrêmement fort comme signal. Mais attendre aujourd'hui, combien, 30 ans après Edith Cresson, pour qu'on ait ce moment politique et qu'on voit ça comme une sorte de aggiornamento fondamental de la vie politique française, ça pose quand même un sujet. On reviendra peut-être aussi, bien que ça ne soit pas le thème de la conférence, sur les législatives à venir, comment fonctionnent les partis politiques par rapport aux investitures. Certes, la loi de 2000 prévoit qu'ils doivent respecter la parité dans l'attribution des circonscriptions, mais est-ce qu'ils donnent des circonscriptions gagnables aux femmes? Certains oui, d'autres sans doute pas. On aura l'occasion de revenir là-dessus au-delà du sujet européen. J'ai été trop long, donc je suis ravi, moi, d'être uniquement le passe-plat et l'introducteur du débat de cet après-midi. Et je vais laisser la parole d'abord à Amandine. Alors oui, petite présentation quand même, vous l'avez derrière moi, mais les deux personnalités qu'on a avec nous, c'est d'abord, ça va être la première à intervenir, Amandine Claveau, qui est directrice de l'Observatoire de l'égalité homme-femme à la Fondation Jean Jaurès. Amandine travaille à la Fondation Jean Jaurès depuis 2014. Voilà. Et donc c'est un sujet de fond de la Fondation Jean Jaurès. Pour tout vous dire, la Fondation Jean Jaurès, ça fait partie des 4-5 fondations qui investissent sur du temps long, sur des études, sur des recherches, et qui ne sont pas uniquement sur les positionnements momentanés. Et ce sujet d'égalité et de la parité, c'est un sujet de travail de fond. Vous trouverez sur le site de la Fondation plusieurs publications, notamment cet excellent petit document qui s'appelle Les droits des femmes, le grand recul avec un point d'interrogation, qu'Amandine a publié en quelle année? Cette année. Cette année. Génial, en 2022. Pervenche Berès, qui au-delà d'être une amie, a été une parlementaire européenne émérite pendant 25 ans, de 1994 à 2019. Pervenche fait partie des femmes françaises qui ont été connues, reconnues au niveau européen. Elle a été élue par ses pairs présidente de la commission des affaires, de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen. Elle a aussi présidé la stratégique commission en charge des affaires économiques et monétaires. Donc, à travers la présence de Pervenche, on va pouvoir essayer de voir les facteurs clés qui ont permis aux femmes peut-être de petit à petit, de retrouver les éléments de représentativité qu'elles méritent au niveau des institutions européennes. On parlera peut-être pas uniquement du Parlement, on parlera peut-être aussi de la Commission. Ursula von der Leyen incarne l'Europe formidablement dans cette période. Donc voilà, on aura la chance d'avoir un panorama global. Amandine, d'abord, pour une présentation générale de l'état des lieux. Bonjour à toutes et tous, merci à la Cité Éco et à la Maison de l'Europe pour cette invitation à laquelle la Fondation Jean Jaurès était ravie de répondre présente. Peut-être dire un petit mot sur la Fondation Jean Jaurès pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre structure. Donc on est une fondation politique, on a été créé en 1992 par Pierre Mauroy et on travaille sur toutes les thématiques de politique publique et donc notamment les questions égalité femmes-hommes depuis la création de la fondation. Ça a été un engagement de longue date, donc comme je viens de le dire. On travaille sur toutes les thématiques qui touchent aux droits des femmes, que ce soit la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les questions de parité et de représentation des femmes dans les instances de décision, donc la thématique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, mais aussi les questions d'égalité professionnelle,
et évidemment les questions aussi de droit et santé sexuelle et reproductif. On travaille donc sur ces thématiques, on produit des analyses, des publications et on organise des conférences. Donc toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fondation. Ceci étant dit et posé, peut-être commencer donc par un rappel historique. Michel Derdevet l'a mentionné, sur la façon dont la parité et la représentation politique des femmes dans les instances de décision ont été abordées au niveau des institutions européennes. Au niveau des institutions, en fait, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes a été inscrit dès le traité de Rome en 1957. Notamment à travers la question de l'égalité salariale. Ça a été le premier point d'entrée en fait de la question égalité femmes-hommes. Ça a été complété en 1967 avec un arrêt de la Cour de justice européenne qui a statué comme indiquant que l'égalité entre les femmes et les hommes était un principe de droit communautaire. Et puis ça a été davantage mis en avant en 1997 par le traité d'Amsterdam, indiquant que cet enjeu-là était une composante des politiques publiques européennes. Et enfin, le dernier moment, en 2017, où ce principe a été inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Si on s'intéresse peut-être un... Comment 2005. Dans le traité de Lisbonne. Oui. Charte, oui. Et pour compléter au fur et à mesure donc, des traités, ce qu'on voit, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée. Elle a été complétée par d'autres outils, c'est-à-dire le socle européen des droits sociaux, donc qui définit des mesures concrètes. Il y a 20 principes et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est indiqué dans le socle européen des droits sociaux. Et plus récemment, aujourd'hui, ce qui conduit la politique communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, bien c'est la stratégie égalité femmes-hommes qui a été portée par la commissaire européenne Helena Dalli, en charge de l'égalité, et donc en fait qui sert de fil conducteur aux actions qui traitent des questions égalité femmes-hommes, que ce soit la question évidemment de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la question du marché du travail, de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et tous ces éléments sont complétés, et Pervenche y reviendra sans doute au regard de son expérience au Parlement européen, tout ça a été complété par des directives européennes. Je pense notamment à des directives assez importantes qui sont en train d'être discutées et présentées par la Commission européenne, la directive sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles présentée cette année, mais aussi la directive sur la transparence salariale. Et enfin, plus récemment, la directive sur qu'on appelle Women on Board, sur justement la représentation des femmes dans les instances de décision au niveau des entreprises. Et plus dernièrement aussi, la directive sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui a été passée, mais après de longues batailles avec la résistance d'un certain nombre d'États, et Pervenche sans doute y reviendra, en 2017, et qui garantit davantage de droits pour les femmes, mais aussi d'équilibre en fait entre les hommes et les femmes dans leur intégration sur le marché de l'emploi, et la garantie de droits notamment en termes de congé paternité, congé parental, etc. Et enfin, un élément qui est vraiment structurant au niveau de la Commission européenne, au niveau des instances européennes, c'est la Convention d'Istanbul. Donc là, peut-être vous pensez que je m'écarte un peu du sujet parce qu'on ne parle pas strictement des questions de parité et de représentation des femmes dans les instances de décision. Mais en fait, tout est lié, il y a des continuums, et donc la question égalité femmes-hommes, elle doit se comprendre sous tous ces angles et ces aspects. Et donc pour en revenir à la Convention d'Istanbul, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument qui est l'un des plus protecteurs en fait pour les droits des femmes, et qui justement préconise un certain nombre de mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a été signée par l'Union européenne, mais pas encore ratifiée. C'est encore en fait un combat de longue haleine. Et surtout, elle n'est pas encore ratifiée par l'ensemble des États membres de l'Union européenne.
et fait l'objet de vives oppositions au niveau de certains États. Je pense notamment à la Hongrie, mais aussi d'autres comme la Bulgarie, Lettonie, Lituanie, etc. Peut-être pour terminer et laisser ensuite la parole à Pervenche sur la question plus spécifique de la parité et de la représentation des femmes en politique. En fait, le continent européen est l'une des régions du monde où il y a le plus grand nombre de femmes chefs d'État et de gouvernement. Vous allez me dire très bien, magnifique. Euh, Alors, pourtant, si on regarde dans le détail, il y a seulement 3 femmes présidentes aujourd'hui, en Slovaquie, en Grèce et en Hongrie. Seulement 5 femmes chefs de gouvernement, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, l'Estonie et la Suède. Et maintenant, du coup, la France, donc on va en rajouter une 6e, voilà. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a malheureusement 8 États aujourd'hui sur les 27 qui n'ont jamais eu de chef d'État ou de chef de gouvernement. Et puis ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les avancées qu'il y a au niveau des institutions européennes. Vous l'avez dit, avec Ursula von der Leyen qui est à la tête de la Commission européenne, mais aussi Roberta Metsola qui est présidente du Parlement européen, mais c'est seulement la 3e présidente du Parlement européen depuis la création des institutions européennes. Et enfin Christine Lagarde qui préside la Banque centrale européenne. Et si on regarde la représentation au niveau du Parlement européen en tant que tel, vous l'avez dit, on est à peu près 40%, même depuis, en fait, en enlevant le Royaume-Uni, on est même un peu moins, en fait, on est à 38,9%. Donc en fait, pour terminer, peut-être pour dire qu'on est encore en fait très loin du compte. Et si on prend le niveau en fait mondial, l'année 2021 était considérée par un document de l'ONU comme en fait l'année où il y a le record absolu de femmes à la tête d'État et en termes de chef de gouvernement. Vous allez me dire là encore, mais c'est super. Alors je l'ai dit, on était déjà très loin du compte et pourtant l'Union européenne est déjà l'une des régions du monde où c'est le plus avancé. Et si on regarde un peu plus en détail, en 2021, il n'y avait que 22 femmes chefs d'État sur les 193 pays de la communauté internationale. Je vais peut-être m'arrêter là et on reprendra un peu plus, mais tout ça pour dire que ce panorama-là étant fait, on voit évidemment des progressions, mais on part de tellement loin qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup Amandine pour cet état de lieu très complet. Et donc la parole est à Pervenche pour rebondir sur ces propos introductifs d'Amandine. Merci, moi aussi je veux remercier la Maison de l'Europe et Citéco, un site que je découvre avec admiration. Et ça me fait plaisir évidemment de débattre aujourd'hui de cette question avec une consoeur, avec Amandine Claveau. Les femmes et l'Europe, je dois en faire partie puisque je suis une femme et que j'ai fait toute ma carrière en Europe. Je voudrais commencer par dire quelque chose qui, d'un point de vue français, m'a toujours interpellée. Je crois que quand la France a découvert le sujet de la parité, le sujet de la place des femmes dans la société, l'Europe a été un facteur facilitant. Et je pense que ça fait partie des champs où, quand il y a quelque chose de nouveau, d'une certaine manière, qui se met en place, vous allez me dire l'égalité entre les hommes et les femmes, ça ne devrait pas être un sujet nouveau, mais pourtant, c'était, je ne crois pas que du temps du général de Gaulle ou du président Georges Pompidou, ou même après, ces questions étaient au cœur du débat. Bien sûr, il y avait des Françoise Giroud, il y avait des exceptions, mais ce n'était pas une question qui était au cœur du débat ni politique ni économique. Et l'influence, l'arrivée au sein de l'Union européenne des pays qui avaient une avance sur ces thèmes, je pense évidemment à des pays comme la Suède, le Danemark ou la Finlande, a beaucoup influencé la façon de penser et la façon de faire de la politique pour que cette égalité entre les hommes et les femmes se transforme dans les faits. Et ça fait partie
des sujets sur lesquels la France, par son appartenance à l'Union européenne, a pu s'imprégner d'un état de pensée tout à fait positif. La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour moi, cette question de la place des femmes en politique, ou des femmes dans la politique européenne, est très directement liée aux progrès qui sont faits dans le domaine économique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je considère qu'il y a une espèce de course à l'échalote entre les deux. C'est parce que les femmes progressent dans la hiérarchie des entreprises, dans leur place dans l'entreprise, dans le monde économique, qu'elles peuvent revendiquer leur place en politique et réciproquement. C'est parce que les femmes font des progrès dans la représentation en politique qu'elles peuvent mieux franchir des échelons dans le domaine économique. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste, en passant, signaler qu'à l'occasion de la fête de la femme cette année, enfin de la journée de la femme cette année, donc le 8 mars dernier, des études qui sont sorties très très intéressantes pour montrer comment est-ce que des conseils d'administration où les femmes sont plus présentes ont des stratégies plus soutenables, plus harmonieuses du point de vue de la lutte contre les inégalités et de soutien à une stratégie de développement durable. Et enfin, c'était fait par un cabinet tout à fait expert et qui montre des différences de comportement en fonction de la présence ou non de femmes dans les conseils d'administration et dans les instances de gouvernance des entreprises. Et donc, je ne dis pas qu'on peut copier-coller et conclure la même chose dans l'univers politique, mais je dis juste que cette question de la parité, de la représentation des femmes, elle n'est pas que une revendication des femmes pour occuper des places. Elle est aussi un outil pour avoir, enfin, un moyen d'avoir des stratégies peut-être plus inclusives et plus durables. Troisième point que je veux vous faire, et Amandine l'a déjà largement évoqué, c'est de faire un état des lieux, de constater effectivement que le Parlement européen, c'est moins pire que les parlements nationaux, mais c'est pas encore parfait, hein. En passant, je vous raconte simplement une petite anecdote. Première fois que je suis rentrée dans l'hémicycle, à l'époque c'était le vieil hémicycle de Strasbourg, et donc en 1994, tout le monde était né, pas sûr. Je suis rentrée, j'étais très intimidée, évidemment, j'étais relativement jeune, j'étais pas la junior du Parlement, enfin, j'étais pas très vieille. Et j'avais jamais été élue dans une assemblée, et donc on s'épaulait. Donc pour rentrer dans l'hémicycle, j'avais un ami dans la délégation suisse-française avec qui j'étais assez en complicité, tout bien tout honneur, hein. Et donc on rentre ensemble dans l'hémicycle pour s'épauler, quoi, comme les jeunes quand ils vont se faire bisuter. Et, et là, ce garçon dont je tairai le nom, mais qui avait eu des responsabilités, qui avait été élu dans des assemblées locales, régionales, me dit: «Mais c'est pas possible, il y a que des bonnes femmes ici». Bon, à l'époque, on était 30%, hein. Mais c'était quand même très significatif. C'est-à-dire que l'entrée dans l'hémicycle, c'était: «Mais il y avait des bonnes femmes ici». Bon, depuis, on l'a vu, et dans cette, c'est vrai que dans cette mandature, le fait qu'il y ait la présidente de la commission soit une femme, la présidente de la BCE soit une femme, la présidente du Parlement européen soit une femme, c'est peut-être que c'est aussi parce que l'Europe va pas si bien et qu'il faut trouver des pardon. Hem, mais dans les grandes institutions, il manque que le président du Conseil européen qui est Louis Michel, hein. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de se comporter de manière assez malautrue, hein. Je pense que vous vous racontez l'histoire du divan, parce que bon, quel que soit le protocole, quand on va voir quelqu'un comme Monsieur Erdogan et on y va pour défendre les valeurs de l'Union européenne, je pense que, indépendamment du coq qui veut, pardon, il faut que j'arrête. Alors j'en reviens à des choses plus sérieuses. Derrière cette course à l'échalote et ce qui
conduit à cette situation où on voit quand même des femmes à la fois dans les gouvernements, mais aussi dans les instances européennes, avec, il faut le rappeler aussi, une volonté que Ursula von der Leyen a mis en œuvre avec beaucoup de détermination, et ça a été sans doute son premier acte fort vis-à-vis des chefs d'État et de gouvernement, et elle n'a pas cané, pour avoir une commission paritaire. Hein. Et moi, j'ai été très frappée de ça, parce que quand on avait rédigé le projet de constitution qui est devenu le traité de Lisbonne, nous avions voulu qu'il soit inscrit dans le traité que les chefs d'État et de gouvernement devaient proposer un homme et une femme, d'abord pour que le président de la commission désignée ait un choix, mais aussi pour permettre ce mécanisme de la parité. Et de fait, sans le changement de traité, c'est ce que Ursula von der Leyen a mis en œuvre et obtenu. Je note en passant que c'est assez intéressant, parce que vous voyez, cette discussion-là, on avait commencé par l'avoir à propos du traité, et finalement, elle l'a mis en œuvre sans réforme du traité. Ça vous rappellera peut-être un débat qui est en train de s'infiltrer dans le débat public. Et donc moi, je note en passant que on peut parfois faire des choses dont on a l'impression qu'il faudrait réformer ou les inscrire dans le traité, mais avec beaucoup de détermination politique, on peut arriver à le faire sans réforme des traités. Un petit mot sur les principaux textes, parce que je viens de dire qu'il n'y a pas besoin toujours de réformer le traité, mais quand même, cette bataille, elle s'inscrit dans des traductions en termes de droit inscrits dans les textes, et à chaque fois, évidemment, ce sont des batailles symboliques, mais pas uniquement, très importantes. Amandine Claveau a à juste titre mentionné la Charte des droits fondamentaux. Et là, je voudrais venir un petit peu plus dans le détail, deux points de vue. D'abord, pour dire ce qu'est cet article 23 de la Charte des droits fondamentaux, qui dit l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Alors vous allez me dire, le traité n'est pas respecté, je vous l'accorde. Mais le socle juridique pour exiger une rémunération égale entre les hommes et les femmes est là. Et ce qui est important, et la petite histoire que je vais vous raconter, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont déjà entendu la raconter, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes dans la salle, c'est comment est-ce qu'on a obtenu cet article 23. Dans la convention qui rédige la Charte des droits fondamentaux, on est 8 femmes sur 80. Et à l'initiative d'une femme du PPE, avec le soutien à l'extérieur du lobby européen des femmes, on se réunit tout ensemble, les 8, et on constitue un groupe de pression à l'intérieur de la Convention, avec la PPE, moi-même, on était plusieurs socialistes, et la communiste. Et on a lobbyé pour obtenir cette rédaction-là. Et c'est parce qu'on s'est organisé, parce qu'on a été solidaires, parce qu'on a été dans la lutte, qu'on l'a obtenu. Et ça a été, pour moi, ça a été une très très grande leçon sur la façon dont il fallait s'organiser. Alors je ne sais pas si au moment où il y a eu la polémique sur la non-mixité des réunions, mais là, dans le cas d'espèce, je sais très bien que c'est parce qu'on était entre femmes, sur une base de revendications communes, qu'on a été capable d'organiser le réseau, de se structurer et de l'emporter. Dans les principaux textes, je ne vais pas revenir sur tous ceux qui ont déjà été mentionnés à juste titre, je voulais simplement revenir sur 3 textes. Le premier, qui est une résolution du Parlement européen qui n'a jamais pu être adoptée, qui était sur le droit reproductif, qui reste un sujet extrêmement sensible, et où on voit que les traditions juridiques, religieuses de chacun des États membres cristallisent le débat et ne sont pas toujours dépassés. Le deuxième texte que je veux mentionner, c'est... je vais en mentionner 4, pardon. Le deuxième texte que je veux mentionner, c'est celui sur la transparence salariale. Parce que ça, je ne dis pas que c'est celui qui assure l'égalité de rémunération, mais quand ça se voit, c'est un peu plus gênant. Et donc, à travers cet outil-là,
C'est pas uniquement pour embêter les entreprises, pour faire un tableau de bord supplémentaire, mais c'est un outil pour afficher que le principe à travail égal, salaire égal, n'est pas appliqué quand il s'agit d'une distinction entre hommes et femmes. C'est pas les seules sources d'inégalité, mais ça peut être un point très important qu'on peut combattre, notamment grâce à cette plus grande transparence. Donc ça, pour moi, c'est un texte très important. Le troisième texte dont je veux parler, c'est un texte qui est en négociation, enfin, si j'ose dire, qui est celui sur... alors là, on est sur l'autre volet de l'échelle de Perroquet entre le politique et l'économique, mais c'est le politique qui détient la clé du texte. C'est celui sur l'égale représentation, enfin, sur le quota, on n'est pas l'égal, sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration. C'est un texte qui est sur la table, c'est un texte qui a 10 ans. La Commission européenne l'a mis pour la première fois sur la table en 2012. Alors tous les arguments ils sont passés. Vous savez, dans ces cas-là, il y a des fabricants d'argumentaire qui sont très 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 forts. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des exercices à faire, si certains d'entre vous sont étudiants, mais c'est un bon exercice. Hein. Alors le premier, évidemment, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Le deuxième, c'est qu'il faut laisser la liberté des entreprises d'avoir des bonnes pratiques. Le troisième, c'est que les femmes n'en veulent pas forcément. Le quatrième, c'est qu'on ne va pas trouver les femmes. On peut s'amuser à cet exercice-là. Mais au bout de 10 ans, on a surmonté toutes ces difficultés. Et le Conseil, en mars, a défini sa position de négociation. Et le Parlement européen l'a revalidé 2 jours après. Du coup, maintenant, les négociations sont en cours pour obtenir un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Alors, je dois dire en passant quand même que ce pays n'est pas le pire. Et que dans ce qui a été acquis dans la représentation des femmes dans les conseils d'administration, on est plutôt dans le haut du tableau. Dernier texte dont je veux parler, c'est un texte que le Parlement européen vient d'adopter sur une réforme de la loi électorale pour les élections européennes, dans lequel, vous savez, ils ont proposé qu'il y ait une liste unique qui est 28 députés qui soient élus sur des listes transnationales et qui pourraient conduire à désigner le candidat de chaque parti pour la présidence de la Commission. Et dans ce texte, le mot parité n'a pas été obtenu, donc il n'y a pas le mot parité, mais il y a à plusieurs reprises des incitations fortes et des demandes que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes puisse être respecté. Je voudrais conclure en vous racontant là encore 2 petites anecdotes. La première, c'est que lorsque j'étais candidate pour être présidente de la Commission économique et monétaire, dans un tour de négociation très compliqué comme l'Europe en a le charme parfois, il se trouve que la présidence de la Commission des femmes allait être arbitrée avant la présidence de la Commission économique et monétaire. Et que la candidate du PPE pour cette présidence était une Slovaque qui considérait que les homosexuels étaient coupables de crimes et qu'il fallait les redresser, et je ne sais plus quoi d'autre, enfin c'était que des horreurs comme ça. Et du coup, il y a eu une campagne pour dire que je devais renoncer à la Commission économique et monétaire pour prendre la présidence de la Commission des femmes. Et qui est une commission tout à fait importante, mais qui est une commission d'influence, qui n'est pas une commission avec du pouvoir législatif. Et c'est vrai que j'ai refusé, et je considérais que justement, peut-être qu'il fallait trouver un homme socialiste pour prendre la présidence de cette commission, mais que si une femme avait la possibilité de prendre la commission économique et monétaire, c'était pour la promotion des femmes tout aussi important que de prendre cette commission des femmes. Mais c'est vous dire que c'est toujours un combat compliqué. Et la dernière chose que je veux vous raconter, c'est que tout ça pour moi a commencé lorsque Michel Rocard était en 1994 dans une situation politique pas si facile que ça. Le Parti socialiste allait un petit peu mieux qu'aujourd'hui, mais pas très bien quand même. Et Michel Rocard, qui était le premier secrétaire du Parti socialiste, devait forcément assurer la présidence, être le tête de liste, puisqu'il devait prendre ses responsabilités comme patron du Parti socialiste. Il a dit bon d'accord, mais je le ferai si c'est une liste Shabada. Alors les plus jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une
Shabada, c'est la musique d'un film de Claude Lelouch qui s'appelle Un homme, une femme. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une liste Shabada. Et, et c'est comme ça que je suis devenue députée, parce que c'est une conjonction, si vous voulez, entre une nécessité politique et puis un moment où, du coup, quelqu'un est en situation de franchir un pas qui est utile. Et depuis cette liste Shabada, en fait, en France, maintenant, les listes proportionnelles sont toujours paritaires, ce qui est normal, ce qui est une bonne chose, ce qui ne résout pas tous les problèmes, parce qu'en fonction de qui vous mettez à la tête, si vous avez que des hommes tête de liste paritaire, et que sur chaque liste vous n'avez que 1 ou 3 élus, ça vous fait quand même une représentation à la fin inégale. Donc pour aller plus loin, il faut aussi avoir une parité dans les têtes de liste. C'est vrai d'ailleurs pour les scrutins aux législatives entre le titulaire et le suppléant, pas toujours la femme en suppléante, mais ça nous sort du débat européen, donc je reviens au débat européen. Pour les listes à la proportionnelle, il faudrait qu'il y ait aussi une exigence de parité sur les têtes de liste. Voilà, j'ai été trop longue, mais en pointillé un peu quelques impressions vécues et plus en stratégie de cette question fondamentale qui est un sujet sur lequel je crois encore une fois notre pays a beaucoup gagné et où il y a une bonne dynamique dans un combat qui est un combat perpétuel. Merci beaucoup, Pervenche. Moi, en t'écoutant, j'avais plusieurs petites questions. Puis alors, on vous laissera la parole, hein. On va dire dans un quart d'heure, 20 minutes. On aura une demi-heure d'échange avec vous-même. Moi, j'avais une question, hein. Vu ton expérience, est-ce que tu peux, avec les 25 ans de pratique du Parlement européen, est-ce qu'il y a une géographie du machisme? Est-ce qu'il y a des nationalités ou peut-être des groupes politiques? Enfin, comment on peut... Est-ce que c'est déclinable? Parce que quand on voit un pays comme Chypre qui a 6 hommes comme représentants au Parlement européen, c'est du peu. Quand on revoit un pays comme la Slovaquie, où il y a uniquement 15% d'élus, on a quand même entre la Finlande et la Suède, où il y a 54% de députés EES européenne et ces pays de queue de peloton, il y a quand même un problème sans doute de vision, de conception de la vie politique. Donc voilà, ça, là je parle de chiffres récents, mais est-ce que dans le comportement que tu as vécu en tant que parlementaire, tu avais des gens qui osaient s'affirmer en disant non, les femmes, bon, c'est gentil, mais est-ce que tu as vécu ça aussi? Machisme, il est partout, hein. Non, mais moi, je me souviens très bien quand on a fait la délégation du Parlement européen pour la Convention sur la Charte, moi je pensais qu'il fallait que dans la résolution du Parlement européen, qui allait composer cette délégation, on inscrive le principe de parité. Et évidemment, alors là, dans la liste des arguments, hein, dans le cocktail à la Prévert que je vous ai proposé tout à l'heure, c'était l'argument, mais ce qui compte, c'est la qualité. Non, c'est un combat permanent, c'est un combat permanent. Et moi, je me souviens très bien d'une impression physique de ce combat. C'était lorsque, après avoir dit non à la Constitution, je présidais la Commission économique et monétaire. Et dans la Commission économique et monétaire, il y avait un groupe constitué d'hommes, mâles, blancs, dominants, forts, CDU. Je peux vous dire que j'ai passé quelques heures de formation sur le terrain, très efficace. Parce qu'il y avait une espèce de révolte, et le fait d'être une femme en plus dans cette situation, c'était physique quasiment, hein. Heureusement, ils étaient en dessous, moi j'étais au-dessus, mais non, c'est quelque chose qui est... Alors, je crois, et il y a un papier il y a eu un papier très joli dans Paris Match, qui s'intéressait de savoir à la vie politique française, qui racontait ce qu'étaient devenues les femmes de l'équipe Rocard lorsque Rocard était premier secrétaire. Et c'est un très joli papier, et dans ce papier, je raconte en fait comment est-ce que l'Europe m'a protégée. Donc, tu vois, il y a cette tension au niveau européen, et avec cette différence de culture que tu dis, mais moi je connais des Français machistes députés européens, hein, et je dirais, moi, il y a des moments dans la délégation socialiste française. Ah, dans la délégation socialiste française, on a fait un truc marrant aussi, parce qu'à un moment, on voyait le soir, à Strasbourg, tout le monde est vraiment en campus, hein, parce qu'on vit ensemble. Bon. Et
Et les mecs, ils allaient toujours au dîner ensemble, hein, ils ne nous invitaient pas. Alors je sais pas comment il y avait des chefs de courant là ou des sous-chefs de courant et ils allaient dîner ensemble. Alors un jour, on a fait un dîner des nanas et je trouve que c'est un esprit parce qu'il faut pas être dans la guerre, mais avec humour et légèreté, il faut aussi marquer que nous, on peut être solidaires et que voilà. Et alors évidemment, ils étaient très intrigués de savoir ce dont on parlait et ce qu'on faisait, mais heu voilà, c'était, non, c'est que de toute façon, le machisme, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours mais il y a des gens qui essaient de se soigner, heu et donc faut les accompagner. Exactement. Et une question peut-être pour toutes les 2 avant peut-être de lancer l'échange. Est-ce qu'on a évoqué la loi française de 2000 qui introduit, le quota, la parité, 50 d'hommes, 50 de femmes. Est-ce qu'à l'aune des élections européennes de 2024, on y est, un tel texte pourrait être, porté politiquement? Je veux dire, on a la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est arrêtée le 9 mai, je veux dire, on pourrait très bien envisager, je sais pas moi, un appel, une initiative politique pour porter parce que beaucoup de pays le pratiquent déjà, donc il pourrait y avoir au moins le soutien de la douzaine de pays qui ont introduit dans leur législation nationale le principe de parité. Donc je n'ai pas entendu dans le débat public, mais peut-être que mon oreille n'a pas été assez tendue, donc Amandine ou Pervenche, enfin... Ouais, pour poursuivre ce que disait Pervenche et par rapport à votre question, en fait, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau du Parlement européen, si on a le chiffre qu'on a aujourd'hui de représentation de femmes députées, c'est en partie lié parce que des États membres ont mis en place des lois qui favorisent la parité. Le chiffre que l'on a au niveau communautaire, il résulte de ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est de fortes disparités nationales. Vous l'avez mentionné, des bons et des mauvais élèves. Je dirais que pour les bons élèves, pour ce qui est des pays nordiques, on les cite toujours en exemple, mais en fait à juste titre, hein, voilà, parce que les résultats sont là, simplement parce qu'ils ont une culture de la représentation des femmes en politique qui a été beaucoup plus ancrée historiquement, pour la simple et bonne raison que les femmes ont accédé au droit de vote beaucoup plus tôt que par exemple la France ou bien d'autres pays. Donc ça, je pense que c'est un des éléments. L'autre élément, c'est effectivement qu'ils ont en plus de ça une culture de l'égalité qui est beaucoup plus forte que d'autres pays, même si d'autres pays essayent de se soigner, comme tu disais, et font des progrès. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des disparités nationales très fortes, et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de texte, en tout cas pas à ma connaissance, qui serait porté en termes de directives ou voilà, de volonté de la Commission européenne pour pousser à la parité politique en 2024. Il y a un autre élément que je voudrais mentionner et qui fait écho en fait à tout ça. En fait, si on regarde la question de la représentation des femmes en politique, il faut savoir en fait que ça fait écho en fait aux résistances, aux freins, aux obstacles auxquels les femmes elles sont confrontées quand elles veulent s'engager en politique, au sexisme, à la misogynie, voire aux violences. On n'a pas encore cité le mot MeToo, mais voilà, le mot MeToo, le mouvement MeToo en 2017 a été colossal en termes de répercussions médiatiques, mais surtout aussi révélateur voilà, de la prégnance des violences sexistes et sexuelles dans la société. Et le monde politique n'y échappe pas. Il n'y échappe pas pourquoi? Parce qu'il est encore profondément dominé par des hommes. Pervenche l'a justement dit, encore dominé par des hommes. Et en fait, ça ne pousse pas non plus les femmes à se présenter parce que elles ont aussi peu de modèles de représentation auxquels s'identifier. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, Si, si, mais... si, parfaitement. Pervenche. Oui, merci. Moi, je veux juste lire donc ce qui a été adopté par le Parlement européen le début de l'année sur le. Vous savez qu'en matière de loi électorale européenne, le Parlement européen peut faire une proposition. Bon, après, il faut que ça passe au Conseil, il faut que le Conseil. On verra ce que ça donne, mais dans ce texte que j'évoquais tout à l'heure avec l'idée d'une circonscription unique, il n'y a pas le mot parité, mais il y a considère que l'égalité des genres est un élément essentiel pour améliorer la représentation aux élections, se félicite de l'amélioration globale constatée lors des dernières élections en matière d'égalité hommes-femmes, mais souligne qu'il existe des différences importantes entre les États membres. Certains n'ayant pas élu une seule femme au Parlement appellent de ses vœux la mise en place de mesures garantissant l'égalité des chances pour les femmes et les hommes d'être élus sans porter atteinte aux droits de personnes non binaires
en recourant à des listes alternées ou à des quotas. Vous voyez, donc on tourne un peu autour de l'enjeu parité, mais ça me conduit à rajouter peut-être un élément qu'on a bien identifié au Parlement européen, c'est que pour répondre à un des arguments que je vous ai proposé dans mon catalogue d'arguments en réserve, sur lequel il faut pouvoir réagir tout de suite si vous les entendez, qui est on trouve pas de femmes. C'est une vraie stratégie d'égalité homme-femme suppose des mesures positives. C'est-à-dire que c'est bon, ben, c'est pas supprimer les maths pour les filles, hein, par exemple, enfin, des trucs comme ça. Pas que, c'est aussi pour adapter je sais pas, dans les métiers d'avocat, il y a des pratiques, il y a une culture de la réunion à 21h quand les femmes sont pas toujours déchargées de leurs tâches maternelles, qui fait qu'elles décrochent. Bon, ou donc je dis pas qu'il faut faire de la discrimination positive, mais je dis qu'il faut regarder quels sont les freins. C'est pas juste mettre les petites filles à l'école, il faut le vouloir un petit peu. Merci beaucoup, Parange. Avant de vous passer la parole pour les questions, si vous en avez, juste un petit rappel, parce que je vois que certains sont jeunes. On a eu la chance d'avoir, Parange, l'exemple des femmes remarquables, des Françaises au Parlement européen. Il y en a deux que j'aimerais citer en dehors de Simone Veil. Vous avez une magnifique exposition dans ce bâtiment que vous pouvez aller visiter. C'est celle qui a été la présidente de la Maison de l'Europe jusqu'à l'an dernier, Catherine Lalumière, qui a été vice-présidente, je crois, du Parlement européen et qui, en même temps, a exercé des responsabilités éminentes au Conseil de l'Europe. Et puis, il y en a une deuxième qui a été présidente du Parlement européen, pour qui j'avais beaucoup d'affection, je crois que c'est ton cas aussi, c'était Nicole Fontaine. Et Nicole Fontaine, on n'en parle presque pas. Et Nicole, elle a présidé le Parlement européen dans un esprit œcuménique. Elle a été reconnue par tous les députés, quels que soient les groupes. Donc voilà, non, c'est une institution sur laquelle les Françaises ont marqué l'histoire. C'est une institution récente, le Parlement européen, enfin, élu au suffrage universel direct. Si on prend donc 79 aujourd'hui, on a eu quand même plusieurs femmes françaises de premier plan qui ont marqué l'institution. Donc ça, c'est un petit message pour celles dans la salle qui ont 20-25 ans, qui ont envie de faire de la politique. Allez-y et faites-le au niveau européen. Je vous laisse la parole. On a une demi-heure pour un échange libre. N'hésitez pas. Et s'il y a des candidates, vous levez la main, puis on le note. Les candidats ont le droit de parler aussi, hein. Comment? Les candidats ont le droit de parler aussi. Tu as vu aussi les candidats. Tu pousses les garçons et les filles. Non, je dis que les candidats. Ah, et les candidats aussi, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, on n'est pas sexiste. Allez-y. N'hésitez pas, soyez pas intimidés, hein. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée, hein. Ah, merci monsieur. C'est gentil. Oui, j'ai une vraie question, pas pour. Ce que j'ai cru comprendre dans votre dernière intervention, c'est que ça n'est pas un cliché, enfin, c'est un cliché de penser qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui souhaiteraient se présenter en politique. C'est ça? Est-ce qu'on a des données chiffrées, entre guillemets, statistiques, pour montrer qu'en fait, il y a une sorte de barrière à la représentation des femmes en politique, qu'il y aurait suffisamment de candidats, mais que c'est ensuite une stratégie des partis de ne pas leur donner accès, ou comme vous disiez tout à l'heure, éventuellement de leur donner accès à des circonscriptions non gagnables. Voilà. Est-ce que ça a été mesuré, ça? Non, moi j'ai pas les statistiques là-dessus. Peut-être que Amandine a des données plus chiffrées, mais ce que je constate quand même, c'est que les mauvaises circonscriptions, on les donne aux femmes. Quand il faut retirer il y a un accord politique, il faut retirer quelqu'un, c'est souvent les femmes. Voilà, et je disais tout à l'heure, il faut du volontarisme. Voilà, quand von der Leyen, elle a voulu une commission paritaire, ben, elle a eu une commission paritaire. Les États membres, ils ont trouvé des candidates. Et franchement, les femmes, membres de la Commission européenne, il n'y a pas à en rougir. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir chez les femmes. Un jour, quand j'ai fini ma vie au Parlement européen, je cherchais du boulot. Enfin, du boulot.
j'ai une retraite, donc je cherchais à être utile et ce copain m'a dit: «Non mais tu sais, te comporte pas comme une femme. Dès qu'on te propose quelque chose, tu dis "oui", au lieu de dire: «Ah non, je suis pas compétente, je peux pas, je vais pas savoir le faire» et ça existe aussi, hein. Donc je dis pas que c'est tout la faute des hommes, je dis que cette partie-là existe aussi et c'est par rapport à cette partie-là qu'il faut, travailler et avoir une approche plus volontaire, de bah, de pousser, les femmes en disant qu'on a besoin d'elles, et de leur, des les former, de les aider, de les soutenir, pour qu'elles fassent en plus ce dont elles ont envie, parce que très souvent elles en meurent d'envie. Pour compléter, j'ai pas effectivement de données, particulières par rapport à ça, mais en fait un exemple, assez simple, les conséquences de la crise sanitaire. Bah, en fait, tout simplement les femmes, elles ont porté la crise, elles ont géré la crise, en témoigne le pourcentage de femmes qui sont, dans le personnel soignant et là j'en parle pas qu'en France, au niveau, européen. Elles sont à peu près plus de 80 dans le dans les voilà, dans le personnel soignant et ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de la gestion de la crise et dans la résolution de la crise, en fait, dès qu'il faut prendre des décisions, bah, là, bizarrement, ben, en fait, les femmes, elles sont plus là. Donc en fait, elles ont géré la crise, mais en fait, on prend les décisions sans elles. Donc faut les chercher, les femmes, en fait. Elles sont là, on est présentes. Et sur la crise, pour en terminer, un exemple, en fait, sur le groupe de travail qui a été lancé par la Commission européenne sur la gestion de la crise, ben, en fait, il y avait seulement 2 femmes qui étaient présentes. Sur le nombre de enfin, sur le pourcentage de femmes ministres de la santé, il y en a seulement 30% au niveau de l'Union européenne qui étaient des femmes. Pour prendre l'exemple en France, le conseil scientifique en France, il y a 11 personnes. Je sais pas, est-ce que vous savez le chiffre enfin, la représentation des femmes dans ce conseil scientifique? Eh ben, en fait, il y en a que 2, voilà, sur les 11. Alors, c'est quand même étonnant parce que elles composent la majorité du personnel soignant et en fait, ça se retraduit pas quand il y a des postes de décision, quand il y a des postes de décision. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du féminisme le plafond de verre. Les femmes, elles se heurtent à ça en fait. C'est-à-dire qu'elles sont présentes et en fait, à un moment donné, il y a un échelon qu'elles n'arrivent pas à franchir. J'apprends tout à fait les propos d'Amandine et de Pervenche. Moi, j'ai été dirigeant dans une entreprise publique qu'on ne citera pas, et j'ai participé à ce qu'on appelle, certains savent ce que c'est, peut-être des comités de carrière. Donc, comité de carrière, c'est une réunion qui a lieu tous les mois. On regarde les postes disponibles et on regarde les potentiels pouvant occuper ces postes-là. Et dans la même entreprise publique, on avait fait des rapports sur l'égalité, la parité homme-femme. Et tous montraient que les bonnes volontés étaient là, qu'il n'y a pas de problème, les textes étaient en place. Sauf que dans les comités en question mensuels, il y avait essentiellement que des hommes, et qui, quand on parlait de tel poste, disaient non, quand même, il faut quand même qu'il y ait un peu de poil aux pattes, c'est un poste compliqué, les managements. Ah oui, ben c'est ça. C'est un homme qui vous raconte cette histoire-là. C'est du culturel, c'est pas écrit dans les textes. Tous les textes peuvent être parfaits. Derrière, si dans les choix qui sont faits, vous avez dans la tête un système un peu de reproduction, hein, et ben, vous avez un système qui évoluera plus lentement, plus doucement. Donc ça évolue, mais il y a des barrières à briser. Je me remets en début de carrière dans la même entreprise, j'avais 23 ans, j'étais recruteur. Et j'étais le premier à recruter dans cette entreprise un garçon sténodactylographe. Et ça a ému complètement la haute hiérarchie de l'entreprise, parce que, enfin, sténodactylo, c'est quand même un bout de fille, quoi. Et ben, j'ai pris la responsabilité, je suis allé au bout, et ce garçon, après, a fait son évolution, il est devenu cadre administratif, et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aussi parfois de la volonté, mais pas que côté des femmes, il y a aussi de la volonté côté des hommes, voilà. Allez-y, je vous en prie. Oui, bon, donc tout d'abord, merci pour vos interventions. Vous parliez, monsieur Derdeved, actuellement de la société, enfin l'influence de la société. Je rejoins tout à fait vos propos actuels. Ma question, c'est qu'on entend beaucoup parler de femmes en politique, mais nos dirigeants, et on voit la dernière campagne, il y a eu des candidates. Certaines ont été, on va dire, aidées pour pas arriver. Bref, nous sommes dirigés par des hommes. Le CAC 40, regardez le CAC 40, les statistiques, il y a beaucoup d'hommes. On se prévaloir de faire des sages hommes,
des infirmiers. On vient d'avoir le congé paternité, donc ma question c'est que est-ce qu'on ne se donne pas une bonne conscience en faisant un petit peu ces cadeaux, en disant voilà, on va faire le congé paternité, et puis les femmes sont un peu oubliées dans tout ça. Voilà, c'est un constat peut-être, hein. Alors je dirais, c'est une question. En fait, quand on parle, vous avez pris l'exemple du congé paternité, donc ça c'est intéressant. En fait, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ça pose en fait plus largement la question de la place des femmes et des hommes dans la société. Quand on parle du congé paternité, c'est en fait aussi donner la même possibilité et surtout la même implication de l'homme dans la parentalité. C'est en fait concevoir une parentalité plus égalitaire. Si on regarde le congé paternité en France, on est donc à 28 jours aujourd'hui, mais si on regarde au niveau européen, on voit qu'on n'est encore pas du tout, on n'est pas du tout au niveau en fait. C'est-à-dire que là encore, ce sont les pays nordiques qui sont à la manœuvre en fait et qui sont à la pointe sur cette question-là et qui offrent beaucoup plus de garanties. Et en fait, concevoir ça de manière égale entre les hommes et les femmes, c'est en fait aussi passer par le biais de l'éducation. On parle beaucoup d'éducation complète à la sexualité et plus largement de l'éducation à la lutte contre les préjugés à l'école. On se rappelle des ABCD de l'égalité qui avaient été finalement annulés et pas mis en place par le précédent, par le gouvernement Hollande. Mais en fait, ça évoque quoi? Ça évoque qu'il faut mettre en place une politique complète qui mette en avant les questions d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines de politique publique. Dans tous les domaines de politique publique, et notamment ça passe par l'éducation, et Pervenche le disait sur la question de l'orientation des filles à l'école. Ça veut dire aussi donner toutes les chances à toutes et à tous, et permettre que dans les orientations, les filles ne prennent pas uniquement des orientations finalement genrées, c'est-à-dire les questions sociales, etc. Parce qu'en fait, au final, c'est quoi? C'est que dans les postes de direction, ça se retrouve, et en fait en témoigne aussi je dirais la nomination aussi bien à la tête des présidentes de commissions à l'Assemblée nationale ou ailleurs, où en fait on s'aperçoit que très souvent elles sont cantonnées en fait à des sujets, et les sujets régaliens, que ce soit la question des défenses, etc., ne sont pas attribués aux femmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais tout ça pour dire que en fait, à mon avis, c'est cyclique, et justement les questions égalité femmes-hommes, elles sont à concevoir de manière structurelle, c'est-à-dire on peut lutter contre les inégalités en ayant des politiques volontaristes, mais dans tous les domaines, et y compris et surtout sur la question de l'éducation. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amandine. Je crois pas que le congé paternité soit un cadeau, et je crois quand même que votre génération, vous êtes dans un bon cycle quand même. Bon, vous en prenez plein la figure avec MeToo et tout ça, parce qu'il y a des excès des comportements, et on le voit tous les jours, hein, tous les jours, on voit des horreurs. Mais je trouve quand même qu'il y a une jeune génération où le partage l'initiative de la tâche ménagère, c'est pas encore tout à fait ça, mais le partage dans la mise en œuvre, c'est moins pire. C'est moins pire. Donc j'espère qu'on va rester sur ce trend et qu'on progresse. Bon. Mais sur le congé paternité, sur le congé parental, je veux quand même rappeler que ça fait partie, voilà, de ces sujets sur lesquels franchement le Parlement européen c'est bien. Parce que ça permet d'aller au bout de la défense d'un droit qui apparaît comme évident, et sur lequel il y a une résistance des structures des États membres qui est très forte. Il faut savoir que sur le congé parental, la France n'était pas du tout en pointe, hein. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. Alors on a beau être dans le quoi qu'il en coûte quand il faut sauver les entreprises, quand il fallait rallonger le nombre de jours à accorder pour des congés parentaux, ça n'allait pas. Alors là, dans le catalogue des arguments, je vous sors l'argument numéro 1, c'était de dire: «Non mais vous vous rendez compte, en plus, quand une femme est pauvre,
ou quand un homme est pauvre, il ne peut pas prendre son congé parental parce qu'il a besoin d'avoir son plein salaire. Et donc c'est pas bien pour les pauvres. Tout d'un coup, on s'intéresse aux pauvres, quand on ne veut pas dépenser trop d'argent. Bon, je dis les choses de manière un peu désagréable, mais parce que franchement, quand je voyais la France à la traîne sur ce sujet-là, ça m'énervait un petit peu. Appuyé par l'opposition de l'Allemagne également. Ah, bon, déjà j'ai... Les deux pays fondateurs. Hein. Ah oui, oui, non, mais l'Allemagne a été le terme. Bon, alors on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que en France, c'était ni le gouvernement Macron, ni le gouvernement Hollande qui soutenait cette proposition, et l'Allemagne était derrière en embuscade, et tout ça bloquait. Heureusement, bon, on a un peu arrangé les choses, mais c'est pour vous dire que, encore une fois, le Parlement européen, sur un sujet comme ça, de la même manière, les deux thèmes selon lesquels, pour moi, le Parlement européen peut vraiment, et l'Union européenne en général, peut-être en fer de lance, des avancées, c'est dans le domaine environnemental et dans le domaine des femmes. Parce que c'est deux domaines où il y a une empathie, en fait, entre ce à quoi la société aspire dans certains de ces segments qui peuvent mal s'exprimer peut-être sur la scène nationale et qui en tout cas trouvent un très bon écho au Parlement européen. Et donc ça permet d'avoir une alliance fructueuse. Oui, en fait, merci beaucoup en tout cas pour l'éclairage que vous nous donnez sur les femmes en politique, c'est très intéressant, surtout en Europe. Alors moi, je ne sais pas si c'est une perception ou si c'est une réalité, vous allez certainement m'aider à y comprendre plus clair, mais on a vraiment l'impression qu'on nomme des femmes, mais par contre que la stratégie, la construction de la stratégie en amont, c'est-à-dire les hommes de l'ombre un peu, hein, restent tout de même les hommes de l'ombre. Et alors, est-ce que c'est une perception? On les voit quand on sort, même de façon médiatique, quand on les voit sortir des cabinets ou d'un ministère, ils sont entourés généralement par la matière grise, qui est plutôt une testostérone plutôt qu'autre chose. Et j'aimerais savoir si c'est une perception. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose aussi de très important, c'est-à-dire différencier une nomination qui là on nomme par rapport à des textes de loi, donc sur la parité, mais comment est-ce qu'on construit la stratégie politique? Comment est-ce qu'on a une approche d'inclusion cette fois-ci, mais d'inclusion celle que vous disiez, c'est-à-dire celle qui peut nous éclairer, c'est celle qui est en économie, c'est-à-dire que le tissu économique nous aide à nous dire que l'approche qu'ont les femmes dans la stratégie d'une société, là, il y a matière à les prendre. On a du mal, je crois, en politique, à se dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur l'approche inclusive, transversale. Voilà. Dernier point, je profite qu'on parle de l'Europe pour saluer la mémoire de David Sassoli qui s'est beaucoup battu, c'est un ami, donc je peux en témoigner aujourd'hui, j'ai encore la voix qui tremble. Il a fait beaucoup et je pense qu'il est l'un des hommes qui a porté ce combat et pour que pour lui ce ne soit plus un sujet. Jusqu'à la fin de sa vie, je crois qu'il a vraiment œuvré de façon sincère et jamais politicienne sur son approche des femmes et des plus fragiles en général. Hein. Et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Je vous remercie. Je sais que vous avez beaucoup suivi et que vous avez travaillé ensemble, lui, depuis 2009, vous, bien avant. Mais je crois qu'il a fait beaucoup à la présidence du Parlement européen. Merci beaucoup. Vous avez dû lire dans ma pensée parce que quand Michel Derdevey évoquait des noms et quand je répondais à sa question sur le machisme au Parlement européen, je me suis dit quand même, tu aurais pu évoquer David Sassoli. Parce que David Sassoli, mais c'est vrai, hein, non, mais, et le naturel. Parce que c'était pas quelqu'un qui se disait ah ouais, maintenant il faut parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour lui, c'était naturel. C'était comme ça qu'il était. C'était un homme. Je dis pas que quand on. Enfin, c'était pas une question pour lui. Il le portait avec beaucoup de sincérité, d'authenticité et donc d'autant plus d'efficacité. Alors, ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce que je trouve que dans les deux, trois petites choses que j'essaye de faire dans ma vie, je fais un peu de mentorat de femmes. Et du coup, je réfléchis un peu à ces questions-là et je travaille un petit peu là-dessus. Et on a fini par comprendre en fait que souvent, il ne faut pas jamais tomber dans la caricature, mais
que dans la relation au travail, comme les femmes, en fait, elles arrachent une place qui n'est pas naturellement la leur dans la société telle qu'elle est codée, il faut qu'elles soient dans l'excellence. Donc il faut bien travailler. Et éventuellement se préoccuper de ses relations. Mais que la question de l'organisation du pouvoir et de l'accès au pouvoir, et donc au réseau, ça c'est la première pensée des hommes. Donc les femmes veulent bien faire, les hommes veulent exercer. Encore une fois, c'est atrocement caricatural. Parce que je vous jure, moi j'ai toujours été présidente, donc j'aime bien exercer le pouvoir. Mais cette dichotomie, elle existe. Et elle est. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on a dit sur la formation, l'éducation des filles est tout à fait important. Et que pour les femmes, la question de la solidarité entre femmes est majeure. Parce que moi j'ai trop vu de femmes qui avaient été nommées et qui du coup se disaient oh là là, j'ai été nommée la première fois, la prochaine fois peut-être qu'ils vont en nommer une autre. Et donc ils n'aidaient pas les autres. Et ça, cette question de solidarité de courte échelle entre femmes, c'est le meilleur moyen d'imposer la prise en compte de ce qu'on est. Mais je suis d'accord avec vous, enfin, les images sont parlantes. Hein, il y a trop souvent des rayons de négociation. Alors parfois, il y a une ou deux femmes token là-dedans dans l'équipe, mais regardez ce qui se passe quand même aussi dans les pays nordiques. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais c'est un point de vigilance, vous avez raison. Non, 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 c'est une perception qui s'appuie sur une observation fine de la réalité. Oui, pour compléter par rapport à votre question, en fait, je pense qu'il faut dissocier la représentation des femmes en politique et la parité et le fait de mener une politique progressiste en faveur des droits des femmes. Je pense que c'est deux sujets différents, même si bien sûr la question de la parité et de la représentation, c'est partie intégrante des droits des femmes. En témoignent les élections qui viennent de se passer, l'élection présidentielle, où il y a une candidate qui a accédé au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, qui d'ailleurs dans sa communication sur son affiche disait femme d'État. Donc on voit bien la ficelle, la façon dont la carte femme a été jouée et mise en avant par elle. Et là, ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, ça veut dire qu'on progresse en représentation des femmes en politique. En revanche, on sait très bien qu'elle ne mettrait pas en place une politique progressiste. C'est une candidate d'extrême droite qui ne mettrait pas en avant les droits des femmes. Donc je pense que c'est deux sujets qu'il faut absolument dissocier. Et l'autre élément, je dirais aussi, c'est sur la nomination là, du gouvernement qui vient d'être faite et la nomination d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. C'est vrai, c'est la deuxième femme Première ministre en France. Moi, ce que je déplore en fait aujourd'hui, c'est que ça a été, vous l'avez dit, ça a été un événement. Je pense qu'on aura progressé. Alors en soi, oui, c'est un événement puisque c'est que la deuxième femme première ministre sous la Ve République. Ça sera quand ça sera un non-événement, là peut-être qu'on aura progressé. Et sur qui tire les ficelles en termes de pouvoir, là ce qu'il faut aussi regarder, au-delà des nominations des ministères, c'est en fait qui compose les cabinets ministériels. Exactement, parce que ce qu'on voit, c'est que, et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur le précédent quinquennat, que Macron est principalement entouré d'hommes, on parle de boys club, à juste titre. Donc là, ce sera aussi intéressant de regarder exactement, ce sera effectivement là où il faudra regarder la composition des cabinets ministériels, et puis aussi plus finement, la composition en tant que telle du gouvernement actuel. On voit qu'il y a un ministère régalien qui va être incarné par Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères. Donc très bien, précédemment il y avait la Défense. Donc on voit qu'on progresse, mais si on regarde l'ordre protocolaire qui a été cité hier, c'était quand même assez frappant. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes nommées dans l'ordre protocolaire, j'entends.
Et puis peut-être terminer sur un point. Moi, je voudrais en fait avoir. Pervenche était peut-être plus optimiste et moi, je vais être peut-être plus négative sur les progrès de l'Europe au Parlement européen, etc. Moi, j'ai envie de lancer en fait un vrai cri d'alerte aujourd'hui parce que au niveau européen, il y a des résistances très vives, des oppositions très très fortes d'États conservateurs. Et donc en fait, là, quand on parlait de voilà de résolution, de directive sur la parité en politique, eh ben moi, je vais vous dire, je pense qu'on n'y est pas encore. En témoigne la position d'un certain nombre d'États qui se sont retirés de la Convention d'Istanbul, donc qui garantissent des droits pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais encore plus récemment, la Pologne sur les droits sexuels et reproductifs, où aujourd'hui il est quasiment impossible d'avorter en Pologne. Mais ça a été aussi le cas, et la crise sanitaire l'a également mis en avant, et j'en parle dans mon livre, sur les régressions qu'il y a. En fait, on a considéré que les IVG étaient non essentielles durant la crise sanitaire pour en fait ne pas les pratiquer, soit pour des motifs religieux, soit parce qu'il y avait des lobbies des conservateurs, que ce soit en Slovaquie, en Lituanie. Voilà, moi je reprends vraiment cette phrase du ministre de la Santé en Lituanie qui a dit que voilà, la crise sanitaire était peut-être un moment de reconsidérer pour les femmes le fait d'avorter. Voilà, ça c'est un des exemples. Il y a bon nombre d'États qui ont suivi cette tendance-là. Et donc, voilà, j'ai envie de lancer un cri d'alerte là-dessus parce que sur les questions des droits et santé sexuelle et reproductif, il y a des vraies résistances. Et donc, on attaque toujours par la question de l'accès à la contraception et au droit à l'avortement. On commence par là, on commence sur aussi l'attaque auprès des droits des personnes LGBTQI+. On commence par là et en fait, au bout de la chaîne, eh bien, ce sont les droits des femmes et la liberté des femmes qui sont entravés. On a le temps pour une micro-question? Allez, une dernière question. Mademoiselle. Bonjour, déjà merci beaucoup. Vous avez évoqué la question des pays nordiques au Parlement européen. Pardon. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, surtout Madame Berès, comment est-ce que vous avez perçu leur arrivée et comment ça se traduit en fait l'action des députés EU suédoises, finlandaises au Parlement européen? Merci. Ouais, merci parce que comme ça va me permettre de finir sur une note plus optimiste. Mais après, ce qu'a dit Amandine, c'est totalement vrai. Je veux dire, en plus, si les États-Unis sont sur une pente totalement régressive suite aux décisions de la Cour suprême, il y aura des dommages collatéraux ici, indépendamment de ce que j'ai pu dire sur le fait que, par exemple, on n'ait pas pu adopter le texte sur les droits reproductifs et que dans le texte sur les élections, sur la liste une circonscription unique, il n'y a pas le mot parité. Donc, bon. Ça, c'est vraiment du vécu ce que je vais vous raconter, hein, donc c'est pas une thèse de sociologie, mais moi j'ai vu des femmes arriver, en fait, qui avaient franchi vraiment des barrières du fait de leur éducation, de leur formation, de leur imprégnation de la vie publique, de leur vie publique nationale, qui fait qu'elles n'avaient pas de complexe, elles étaient légitimes à être là. Et c'est très comportemental, hein. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là par exception, elles étaient à leur place. Et ça, c'était à la fois dans leur prise de parole, dans leur revendication pour que ces droits soient reconnus. Et souvent, j'ai eu des discussions avec elles très intéressantes, notamment parce qu'elles disaient que ce qu'elles m'ont appris, c'est que même dans des pays comme ça où elles étaient en avance et elles avaient une bonne représentation, elles considéraient qu'il y avait des combats encore à mener parce que, de fait, il y avait des endroits où il n'y avait que des représentations à 30%. Mais là, je vous parle fin des années 90, hein, au moment où elles rentrent dans l'Union européenne et où non, c'est une vraie découverte. Même si, encore une fois, au Parlement européen, je pense
par rapport à la vie politique nationale, le machisme existe, il faut se battre pour avoir des délégations paritaires, mais c'est quand même un milieu où, oui, je pense aux structures de direction, au cabinet, etc., où cette question elle est latente tout le temps, quoi. Tout le temps, il y a quelqu'un qui va poser la question des femmes. Bon, si je suis vraiment très, très, très méchante, je vais dire à chaque fois, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est en faveur de l'égalité homme-femme et des PME. C'est les sujets, vous voyez, qu'il faut pas les oublier. Bon, non, ça c'était une vilaine boutade. Mais au bout du compte, ça veut dire que cette question, elle est très présente. Et c'est vrai que le groupe auquel j'appartenais, donc le groupe socialiste, on a fait une question systématiquement d'intervention. Et je pense que là-dedans, l'influence des femmes nordiques a été très importante pour nous décomplexer, en fait, pour en faire une question légitime. Vous voyez, c'est pas honteux c'est pas une revendication qui. On n'a pas à obtenir le droit d'accéder à cette revendication, quoi. Elle a pleinement sa place dans le débat public. Voilà. C'est pas une réponse très scientifique que je vous ai faite, mais c'est une traduction d'un vécu. Et dans la convention Chartres, je vous dis, quand on a fait le lobby des femmes, là, c'était une Suédoise qui l'a faite. PPE, qui est allée chercher la communiste pour se mettre d'accord pour obtenir cette rédaction de l'article 23. Merci beaucoup, Pervenche, de ces mots de conviction. Sur tes mots et tes propos, je tenais, au nom de tous, et de la Maison de l'Europe, Citéco, à remercier Amandine Pervenche pour cet excellent échange, parce que moi j'ai été ravi de tout ce que vous m'avez appris, parce que moi je croyais connaître un petit peu le sujet, mais vous avez été très... Et puis surtout, je vous redis le message, c'est des causes autour desquelles il faut s'engager. Donc c'est-à-dire que la vie dans la société, c'est pas uniquement être observateur, regarder ou échanger des opinions en famille, c'est aussi franchir la frontière, franchir la barrière, quelque occasion que ce soit dans une association, dans un parti politique, faites vos choix, mais n'hésitez pas autour de ces sujets-là aussi à être acteur. Voilà, c'est un petit peu le mot que je voulais vous dire. Enfin, en tout cas, merci à Pervenche et Amandine. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.